Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être là pour ce grand écran consacré à l'univers du réalisateur, metteur en scène, scénariste et également écrivain, Ali Moussaoui en l'occurrence. Donc ce soir, en seconde partie justement de soirée, vous allez découvrir une de ses œuvres cinématographiques, Le Menteur en l'occurrence, une ode à l'amour, je dirais, une ode à l'amour sous toutes ses facettes, mais surtout l'amour paternel face aux premières palpitations d'une jeune fille qui est justement vécue entre espoir et désillusion. Dans un petit moment, donc, nous en saurons plus pour le film, mais avant, présentons notre invité. Bienvenue Ali Moussaoui. Merci Radia. J'ai parlé d'ode à l'amour. Est-ce que vous pensez pareil par rapport à ce film, Le Menteur ? Vous savez, cette notion que nous avons dans notre représentativité concernant les sentiments, concernant l'amour, il va d'un pays à l'autre selon un codex culturel. Il y a un soubassement culturel qui oriente nos sentiments. Je viens d'une société extrêmement pudique, où aimer, au-delà d'une certaines cultures qui voilent les sentiments, les passions sont très dévorantes. L'amour est quelque chose d'enflammant, c'est quelque chose de passionnant aussi. C'est vrai. Il n'en demeure pas moins que dans ce film, j'ai essayé d'aller vers une vision personnelle. Dans la vie, les choses existent et elles ont un visage, mais la représentation artistique, je pense que l'artiste... Je dirais très personnel même, on va décortiquer ça tout doucement. Nous sommes tenus d'aller vers d'autres visions. Absolument, c'est ce que permet le cinéma. Le cinéma, c'est le rêve, c'est aussi vraiment un univers où l'on peut s'exprimer sans limite parfois. J'imagine que c'est ce qu'on vous a appris, vous qui avez été formé en Russie, à l'Institut de cinéma de Moscou. Donc vous êtes vraiment, vous avez ce diplôme en mise en scène, mais aussi un master en art. Je dirais, voilà. Et quand on parle de master en art, ça veut dire qu'on a embrassé énormément d'expressions artistiques avant d'aboutir à la réalisation. Donc voilà, ce sont des univers qui sont différents des nôtres, de nos traditions, de nos musiques coutumes. Certainement que c'est différent, certainement que j'ai fait Kiev particulièrement, j'ai fait une année à Moscou, et puis comme j'étais déjà assistant metteur en scène ici à la télévision algérienne, je trouvais un petit peu pénible de refaire un abécédaire qui prépare à aller à la grande école de la mise en scène, et que j'ai gagné 1 ou 2 années en allant à Kiev parce que j'entrais de plein pied dans la mise en scène. Autrement dit, pour revenir à la formation d'une école, je crois qu'il y a une double formation à laquelle il faudrait revenir. Nous avons une formation émotionnelle déjà. C'est notre enfance, c'est celle où l'on boit des émotions comme ça, comme une éponge, où l'on pleure beaucoup, où l'on sourit aussi. Mais je crois qu'étant un enfant de la guerre, les larmes parfois prennent le dessus sur le rire. Elles sont beaucoup plus présentes d'ailleurs. Beaucoup plus. On dit de l'Algérien qui, voilà, c'est un Méditerranéen et puis voilà, il est souvent dans une, comment dire, dans une dynamique plutôt émotionnelle qui va plus vers les pleurs. Je pense que la Méditerranée, effectivement, la colère. Oui, c'est un univers. Un peu moins que l'apaisement que l'on voit dans votre film, hein, Le Menteur. C'est complètement à l'opposé. C'est à l'opposé parce que, d'abord, comme je l'ai dit, notre mission n'est pas de copier la réalité, mais de la transformer, avec un but précis, bien sûr. L'artiste ne doit pas être derrière le peuple et le pousser vers l'avant, mais je pense qu'il faut, toute modestie bien gardée, d'être une petite lumière qui permettrait aux gens de vous suivre. J'ai fabriqué des caractères qui ne sont pas authentiques. Elles sont bien sûr de l'imaginaire, mais en prenant appui sur une réalité historique.
Absolument. Voilà. Donc c'est l'histoire de ce capitaine qui a participé à la guerre de libération, qui a perdu l'usage de ses jambes, donc qui vit avec une fille, une institutrice, qui a perdu sa Lila, femme aussi. qui a perdu sa femme, qui vit aussi dans le chagrin de cette séparation. Et sa fille est vraiment, on le sent, vous le décrivez très bien dans le film, sa fille et cette note d'espoir dans sa vie, c'est aussi, comment dire, le moteur de son existence. Et donc, on vit dans ce film quelque chose, vous parliez de caractère, le caractère de ce père ne ressemble pas du tout au père qu'on a l'habitude de voir au quotidien ici. Il s'exprime beaucoup, sa fille également. Et c'était votre choix, j'imagine. C'est mon choix. Vous savez, quand on dit il est particulier, singulier, Bertolt Brecht avait bien attiré notre attention sur la représentation dans l'art. Il ne faut pas que les personnages soient comme des œufs, de forme ovale, blanc. Il y a du jaune à l'intérieur et du blanc. Les œuvres, non. Les œuvres d'art portent une certaine singularité et j'ai voulu montrer le personnage du père qui lit des livres, qui écoute de la musique classique. Absolument. Qui a des blessures qui ne sont pas visibles spécialement, parce que même l'handicap de ne plus avoir de jambes, il y a une blessure plus profonde qui est celle de s'enfermer dans une bulle avec la mémoire d'une femme qu'il a aimée, son épouse. Absolument. Il reste que Lila va contrebalancer cet univers tragique pour être une petite rose qui de temps en temps le pousse à vivre parce qu'elle progresse dans la vie. Elle a un métier, c'est une enseignante. Mon Dieu, ce que c'est important. Et au fur et à mesure, on constate cette complicité qu'il y a entre eux. Oser parler d'amour à un père capitaine de la Hélène, donc qui renvoie à une époque sur le plan du temps, beaucoup avaient trouvé ça presque invraisemblable. Mais personnellement, en lisant le synopsis d'abord du film avant de le découvrir, donc je me suis dit, ah tiens, on va basculer dans l'histoire de la Révolution, il y aura beaucoup de nostalgie probablement. C'est exactement ce que j'attendais et j'ai été bluffée par la suite par un personnage qui est à l'opposé de mon imaginaire. Et donc c'est Arslan qui campe ce personnage du père, du capitaine, et, avec toute la tendresse de l'artiste qu'il est, donc voilà, il a su peut-être exprimer cette arrière-pensée que vous aviez. Arslan est un père extraordinaire, c'est un père exemplaire. Mais au-delà, ça reste un acteur fascinant. Emballé par l'histoire du film, il n'a pas hésité un instant à dire je suis preneur, j'arrive. Et puis, c'est quelqu'un qui suscite une sensibilité dans le sens de la création. Il est très participant et il est très innovant, il propose dans cette notion de ce qu'on appelle la résolution scénique, Arslan aide beaucoup. Il fait des propositions dans le jeu, dans l'action, etc. Mais pour revenir à ce personnage, et par rapport à la relation père-fille, j'aurais souhaité, de tous mes sens, que il y ait cette relation de confiance qui existe entre le père et la fille dans le film et qui est souvent absente dans la réalité où cette confiance est plutôt remplacée par une méfiance. Oui, vous allez loin là. Vous permettez à cette jeune femme de recevoir donc chez elle, avec ce papa, ses amis qui sont de la junte masculine. Donc on a un ami qui est instituteur avec elle, un professeur de dessin et artiste. Il y a une relation très fusionnelle entre une grande
part d'amitié avec ce personnage. Et puis le second, donc, dont elle s'éprend. Donc, elle est amoureuse de ce jeune menteur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et que le père accepte et consent donc à recevoir chez lui. Il y a cette ouverture qu'on ne voit pas souvent. Vous savez, notre rôle n'est pas de copier, comme je vous l'ai dit, le réel. Les mœurs, c'est quelque chose aussi sur lequel nous pouvons exercer un impact. Elles ne sont pas figées. La preuve, c'est que la cellule familiale de 1830 n'est pas celle de 1900, n'est pas celle de 1962, et ainsi de suite. Toutes les sociétés connaissent une évolution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais l'évolution est une chose inévitable. Nous sommes dans une planète qui connaît des mutations, nous allons les subir. Absolument, on est seulement l'idée de notre devoir. Notre société est en pleine mutation, effectivement. Ali Moussaoui, je suis d'accord avec vous. Et je veux illustrer un peu ce qu'on est en train de décrire par un petit extrait du film que j'invite les téléspectateurs de cette nuit à aller voir tout de suite avant de poursuivre le débat avec Ali Moussaoui. هذا الحق بابا يمي تقول رغم كذا عبد الرحمن يا ضليك السوق يقعد ليك هذوك فسنس يمقلي تسيوت مقلي وهما ينعيتا ليلى ماجين دقيقة كان لا خدامي Voilà. C'est ce qu'on essayait un petit peu de décrire. Je pense qu'il n'y a pas mieux que l'image pour illustrer. Et on vient de voir ce petit extrait où on voit qu'il y a un rapport tactile entre le père et la fille. Donc on se permet des caresses dans ce film qui sont très très tendres, qui apportent cette caresse aussi à l'image et qu'on apprécie. C'est pour ça que j'ai parlé d'ode. Il y a l'autre qui est porté par cette mise en scène, mais aussi par les couleurs dominantes de ce film, cette pénombre voulue par vous certainement, ou par le directeur de la photo. Donc on est toujours dans une lumière tamisée, très très tendre. Vous voyez, on a une attitude très paradoxale par rapport à nos corps. Et la notion de cette proximité où l'on se touche est quelque chose d'exceptionnellement important. Il ne peut y avoir d'amour tout en mettant les corps dans une situation de diabolisation. Le corps est quelque chose de magique. Il y a du sang qui coule en nous, il y a des émotions qui sont drainées, si vous voulez, dans notre esprit. Aimer, que ce soit un amour comme ça, paternel, ou à l'égard d'un être avec lequel nous pensons entreprendre l'aventure de la vie, est quelque chose de merveilleux. Mais la nature a fait que, avant d'aboutir à un pacte, il y a les corps qui parlent. Oui. Et les ignorer hypocritement
de façon absurde, mène vers la catastrophe, vers des ruptures brutales. Absolument. La liberté aussi, le goût de la liberté doit être préservé pour justement un meilleur épanouissement dans la vie. C'est le message qui ressort en fait Oui. de ce film, de ce récit, de cette fiction donc, que vous proposez, Le Menteur en l'occurrence, avec une très belle distribution. D'ailleurs, ça bouge. Hein. Là, on parle d'amour, mais il y a de l'action. Il y a de l'action. Il y a de l'action parce que ce menteur et ce prétendant, donc campé par Cherif Azrou, donc lui donc va aussi avoir toute une vie tumultueuse au milieu voilà, d'un milieu quand même de bandits et de... Mais au fond, ça ne couvre pas aussi sa sensibilité parce qu'il tombe réellement amoureux. Ouais. Voilà, il tombe réellement amoureux. Vous savez, il y a l'idée du mal-être chez le personnage principal, chez Cherif Azrou, qui interprète, si vous voulez, le rôle de l'amant, de celui qui va aimer, du prétendant, du fiancé. Mais il y a une courbe qui va se refermer sur lui, c'est qu'à la fin, il comprend qu'il aurait dû être lui-même. Tout simplement. Que cette femme n'avait pas besoin d'un fils de banquier, qu'elle n'arrivait pas de quelqu'un de Crésus, de quelqu'un de riche, ni de belles voitures. Quand elle a commencé vraiment à lui révéler ce qu'elle est, il dit « Ah, si tu étais un pauvre mécanicien, qu'est-ce que j'aurais aimé ?» dont je sentirais la sueur, qui arriverait fatigué, auquel je ferais à manger. Et qui... Mais c'est merveilleux, c'est lui qu'il décrit. Il décrit la personne à laquelle il a tourné le dos et qui aurait pu faire le bonheur de l'un et de l'autre. Tout à fait. On ne va pas raconter un peu l'issue du film, hein, parce que les téléspectateurs vont... Mais c'est vrai que c'est cette trajectoire qui est très importante, parce que, comme vous dites, c'est un cycle qui se referme à la fin du film. Et puis parlons un petit peu de cet autre père, Zahir Bouzrar, donc qui est, lui, dans le rôle du père de ce prétendant pauvre. Homme du peuple. Voilà, homme du peuple, postier de métier, etc. Et qui, honnête, qui vit simplement voilà, dans sa cellule familiale, qui ne ment pas, qui n'exagère pas, mais qui ne s'exprime pas. En fait, il est à l'opposé de l'autre père qu'on a vu. Tout à fait. Mais il est pétri de valeurs, je dirais, sur le plan social. C'est quelqu'un d'extrêmement honnête, qui est le citoyen moyen, le citoyen algérien, étriqué entre... ce devoir de ramener à manger à une famille relativement nombreuse, mais aussi, honnêtement, et qui souhaitait voir son fils embrasser une carrière à la manière où il a fait la sienne, c'est-à-dire que de se donner à un métier, tout en étant honnête, et d'accepter, avec quiétude et sérénité, un destin. Oui, tout à fait. Sur le plan économique, de ne pas rêver plus qu'il ne faut, de se contenter du peu qu'on a, parce que je pense qu'au fond, l'être humain n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux aussi. Oui, absolument, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, vivre simplement peut aussi amener du bonheur. Et voilà, on n'a pas besoin de trop de choses. Ce n'est pas forcément la richesse qui est aussi à l'origine du bonheur. Donc, on a parlé de Cherif Azrou, donc qui est jeune, qui est beau, qui est plaisant à l'écran. Donc, et c'était son premier rôle en fait dans votre film. Il interprétait pour la première fois un rôle au cinéma, autant que Yasmine Bouchalfa, qui est dans le rôle de Lila. Vous avez donné de la chance à des nouveaux. Vous savez, ce n'est pas de la charité que j'ai faite, mais plutôt que il dégageait une fraîcheur dont a besoin le cinéma algérien. Je n'ai rien contre les anciens qui ont toute une carrière brillante, mais je pense que cette jeunesse ramène quelque chose que nous avons perdu depuis longtemps. Il s'offre, parce qu'un comédien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se met entre vos mains et qui va vous permettre d'exprimer des sentiments, des sensations qui sont dans un texte auxquels ils sont étrangers, qu'on le veuille ou non. Mais dès que la personne
Karwa, est-ce que ce à quoi vous le destinez, là ça devient du sérieux. Chérif, j'ai eu du mal à un certain moment parce que, bon, il y a une pression qui s'exerce sur le comédien, mais aussi qui s'exerce sur le metteur en scène. Mais à partir d'un certain moment, dès qu'il y a cette complicité qui commence à naître, ça nous donne des ailes. Et c'est dans la scène où il dit à la fille, en quel oiseau veux-tu que je me transforme? En corbeau, en cigogne? Là, Karwa lui-même, il commence à voler, sérieusement. Et c'est un aigle, quelque part. Ah oui, il commence à se dire, mais je suis cet aigle, pourquoi pas? Et la fille aussi. C'est lorsqu'il disait, imagine que je sois mécanicien. Et au moment où il ferme les yeux, il voit un petit mécano, simple, beau, et qui peut ramener le pain. Elle est institutrice. Et je ne vous cache pas la notion du couple quand on s'entend sur la manière de gagner le pain. Oui. Un grand parcours est déjà fait entre deux êtres. Cette métaphore de l'oiseau, Ali Moussaoui, elle est présente dans d'autres films que vous avez déjà présentés au public. Je citerai à titre d'exemple Le Ramier Blanc. Le Ramier Blanc, donc c'est une histoire d'ornithologue d'ailleurs, mais épris de liberté. Vous savez, c'est même dans Les Dieux déchus, ces oiseaux reviennent parce que, un petit détail, dans Les Dieux déchus, il y a un enfant qui pensait en mettant un oiseau sur sa tête, une chéchia, il ferme les yeux, il va voir que lui aussi il vole comme cet oiseau qu'il a enfermé sur sa tête. Et puis quand il enlève sa chéchia, l'oiseau est mort, asphyxié. Et puis il y a cette maman oiseau qui tourne autour du petit. Et sa mère lui dit, arrête, ne prends plus d'oiseau. Tu imagines que moi je suis la maman de cet oiseau, comment je vais souffrir si je te perdais toi. Donc si vous voulez, les oiseaux ont toujours... il y a pas mal de légendes dans notre culture qui parlent des oiseaux. Israël, les gypaètes ou les... Comment on les appelle? C'est des d'immenses oiseaux blancs qui viennent chez nous au printemps et qui disent, ayant assisté à une injustice, ils ont décidé de ne plus parler parce qu'il y a un monde injuste. Alors ils préfèrent se taire. Et c'est un peu... les oiseaux ont joué énormément dans notre culture, jusqu'aux corbeaux qui destinent deux bourses aux imaginaires et aux autres, qui puis se trompent et donnent une bourse de poux aux imaginaires alors qu'ils étaient destinataires d'une bourse pleine d'or et qui donnent aux autres, aux imaginaires donnent des poux. Oh, ben, il y a plein de belles histoires. Des contes, oui, des contes. Vous en avez repris quelques-uns dans vos œuvres, notamment aussi Mzran. Mzran, la fille aux tresses, qui a reçu un écho très favorable dans des festivals à l'étranger, notamment à Agadir, où vous avez eu justement, carrément la consécration pour le scénario et aussi le Grand Prix de la réalisation. C'est pourtant juste une histoire simple autour d'un conte populaire et qui est pleine justement de sens. L'idée de faire Mimzran, qui est au fond une traversée à double sens d'un immense pays qui est l'Algérie, qui va donc de la mer jusqu'au fin fond du désert, mais il y avait aussi cette fragmentation d'une culture, parce qu'il était représenté à la fois par un bracelet couvé par un corbeau dans les montagnes et un autre bracelet qui pend au cou d'une gazelle, et que si on réunissait les deux bracelets, Mimzran devenait féconde. C'est de perpétuer la race humaine, donner vie. Et que malheureusement, le tragique étant ce qu'il est, il ne ruinera jamais les deux bracelets et il mourra lapidé pour une histoire. Oui, il perdra la vue. Et voilà, et que le sens du sacrifice est très présent quand même. C'est toujours la quête du héros. Notre culture est pleine de tragiques.
il est extrêmement difficile de trouver des auteurs heureux qui racontent des histoires heureuses. En lisant la plupart des œuvres de nos romanciers, la plupart des œuvres sont tragiques. Oui. Je n'en connais pas. Mais justement, je voulais vous demander, quel est vous? Voilà, tout à l'heure, vous avez cité les dieux déchus, mais ceux qui nous suivent ce soir ne savent pas que Dieux déchus, c'est un ouvrage, c'est vraiment votre roman, votre second roman, après justement Tirga au bout du monde, paru aux éditions de l'Harmattan. Ouais. Et donc, cette relation à l'écriture aussi est très importante dans votre vie. Vous avez certainement été séduit par un auteur, quelque part, et j'ai envie de vous dire, quel est le livre qui vous a séduit le plus, Ali Moussaoui? Je suis un fou de Cengiz Aitmatov, dont l'œuvre a donné énormément de films, à commencer par Le Premier Maître, dans une adaptation par Konchalovsky. Vous avez Il fut un blanc navire, vous avez Une journée plus longue qu'un siècle, Le petit nuage de Genghis Khan. Moi j'attendais Garcia Lorca, il ne vient pas dans la liste écoutez, des auteurs. J'avoue, je vais vous révéler une chose. Une anecdote. J'avais donné Une journée plus longue qu'un siècle de Cengiz Aitmatov à Tahar Djaoud. Très bien. Quand il est revenu pour me remettre ce livre, il me regarde et me dit « Comment se fait-il qu'il ne soit pas nobeliste à côté d'un diarrhéique Marquez ?» Oui. Donc, si vous voulez, Cengiz Aitmatov est un écrivain immense. Et puis, il arrive à m'émouvoir par le fait qu'il a un univers extrêmement pastoral, ouvert sur la nature. Cengiz Aitmatov est de formation zootechnicien. D'accord. Il a donné Djemilia, qui a été adopté à l'écran par Irina Paplovskaya, qui est un film merveilleux. Et Djemilia a été préfacé par un grand écrivain français, c'est Aragon, qui n'est pas à présenter. Il disait « Merci mon Dieu, en lequel je ne crois pas, d'avoir donné une si belle histoire d'amour en laquelle je crois. » Donc si vous voulez, c'est un écrivain exceptionnel. Il m'a carrément envoûté. Je pense dans la notion d'écriture, on a toujours un maître. Je ne mettrai pas de côté un écrivain comme Yaşar Kemal, turc, à propos de Mehmed Lemens, qui est le meilleur auteur qui traite du thème des bandits d'honneur. Oui. Et ça a été mon premier film. Début de saison est consacré aux bandits d'honneur de Kabylie. Voilà, depuis ce premier film, long métrage, donc fiction que vous aviez donc réalisé il y a longtemps, voilà, toute une série de films s'en sont suivis et je pense qu'il y a toujours eu peut-être cette inspiration, mais aussi vous avez des points communs avec cet auteur. Vous qui êtes passionné de nature, vous qui êtes passionné de l'histoire de la Kabylie et aussi des paysages de la Kabylie. Vous voyez, je ne me réduis pas ni à la nature de Kabylie, ni au paysage de Kabylie, mais mes films embrassent un pays dans son entièreté, dans sa grandeur, dans ce côté fantastique et divers. J'ai filmé au moins 5 fois le désert. J'ai une passion pour le désert extraordinaire, immense. Les Ramiers Blancs, c'est un film où je reviens sur Timimoun. Delmouloud, c'est une période où j'ai filmé l'île du Gourara. Donc, si vous voulez, on a ce plaisir, ce bonheur d'avoir un pays très varié. Et je dirais même sur le plan des populations, on passe d'un univers à l'autre et on constate, on a l'impression que la nature a modelé les hommes. L'hospitalité du désert, due probablement à l'âpreté même du désert, fait que l'on garde en mémoire ces accueils que l'on ne retrouve qu'en Algérie, que chez les peuples du désert du moins. En tout cas, il y a eu tout un travail sur la mémoire également de votre part, donc dans Cicatrice, dans aussi Barberousse mes sœurs, qui était un film poignant. Vous avez osé, donc, lorsque vous êtes devenu cinéaste indépendant, parler de la chrétienté en Algérie. Vous avez, Tout à fait.
voilà, commis des œuvres cinématographiques aussi sensibles que Sur les ailes du vent. Et Tout à puis fait. bon, là, vous vous intéressez à la personnalité de Si Mohamed Oumhand, mais après, Ouais. vraiment un bond dans l'histoire, par rapport à l'histoire contemporaine, la Mazirité et son positionnement dans l'État algérien actuel. Donc, vous avez parlé de ce poète errant bien Ouais. après vos aînés, et à votre façon et à une période bien particulière. Vous êtes toujours sur le chantier de ce film. Le film n'est pas terminé, mais j'avoue que c'est un vieux projet. Le projet sur Si Mohamed Oumhand remonte à une trentaine d'années. Et je pense que c'est un personnage fascinant, dont l'œuvre n'appartient pas à une élite. Si Mohamed appartient au berger, il appartient à l'univers sans âge. La poésie de Si Mohamed, j'en ai fait connaissance peut-être à l'âge de 6 ou 7 ans, les premiers Vous poèmes. dévoriez déjà des livres. C'est de nature plutôt de culture orale. Très bien. Mais la poésie mohammédienne, c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. Et c'est l'un des premiers poètes, justement, qui a chanté la femme dans sa sensualité. Il y a une certaine poésie érotique qui n'a pas été freinée, si vous voulez, ni condamnée, ni censurée, parce que on a toujours pardonné aux poètes. On a toujours pardonné à Si Mohamed Oumhand. Quand c'est Si Mohamed Oumhand qui dit, ben, il faut laisser, on accepte. C'est normal qu'ils disent ça. Aujourd'hui, vous avez dit aussi, Ali Mouzaoui, c'est une tolérance exceptionnelle. oui, vous êtes vraiment, comment dire, un défenseur de cette tolérance, de cette acceptation de l'autre et du respect aussi d'autrui. C'est ce que vous décrivez dans tous vos films, dans toutes vos œuvres, et c'est aussi ce qui est dépeint dans ce film, Le Menteur, qu'on va découvrir en seconde partie de la soirée. Le Menteur, c'est aussi dans ce sens, dans ce sillage, n'est-ce pas? Il parle aussi, libère quelque part cette femme à travers son père, à travers son parcours. Tout à fait. Il n'y a pas seulement, parce que le père réajuste la patience chez sa fille. Il le dit bien, il dit, écoute ma fille. L'amour, ce n'est pas seulement la fièvre, ce n'est pas seulement la passion amoureuse. C'est aussi de donner naissance. C'est aussi d'éduquer des enfants. L'amour, ce n'est pas une phase de la vie humaine, mais c'est toutes les phases de l'humain. On est avec amour. On est élevé avec amour. On est brisé s'il n'y a pas cet amour. Et notre adolescence, c'est là que viennent les premières pulsions qui vont nous animer. Regardez un arbre. Au printemps, il faut qu'il fleurisse, il y a une montée de sève. Chez l'être humain, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut reprocher à un arbre de fleurir? Je ne pense pas. Absolument pas, absolument pas. On ne peut pas reprocher à un humain d'aimer. Et cette adolescence, c'est cet éveil qui va venir donner toute la beauté au corps, donner toute la beauté à l'esprit aussi, parce que il n'y a pas la séparation entre le corps et l'esprit dans l'acte d'aimer, qui est un acte glorieux, qui n'est pas un acte condamnable. Parce que c'est ça qui fait que nous allons continuer d'exister. Absolument. Absolument. Donc on termine, Ali Mouzaoui, avec une toute petite dernière question dont la réponse devra être très succincte. C'est que, voilà, et il y a aussi de l'art, un artiste peintre est présent dans ce film. Est-ce que vous avez rêvé de l'être, devenir aussi artiste peintre? Vous êtes un peu, voilà, vous êtes écrivain, romancier et puis artiste, réalisateur. Donc, est-ce que vous avez rêvé de cela? Est-ce que c'est une part de vous aussi? J'aime le monde des peintres, j'aime la création chez les peintres, évidemment. Mais je pense que mon métier rejoint justement cette création. Une image n'est pas quelque chose d'anodin, elle se compose. Vous allez voir dans certains de mes films, de temps en temps, la peinture occupe une place très importante. Il y a des moments où l'on cadre selon des valeurs
de peintres. Tout à fait. Il y a le nombre d'or qui va exister chez nous, il y a le clair-obscur, il y a la masse volumique qui est respectée, mais il y a toutes les lois de la peinture. Vous avez étudié l'histoire de l'art, mais vous ne l'avez pas pratiqué. Qui sait, peut-être que vous y arriverez un jour. Que Dieu fasse. Oui, en tout cas, vous disiez off the record que vous aviez réalisé pas mal de rêves. Un dernier mot par rapport à cela? Je pense que tant qu'il y a un souffle qui nous anime, on va continuer à avoir des projets, on va continuer à vivre avec nos projets. Et à partir du moment où c'est fait avec toute la volonté de l'être, oui. Parce que c'est une nécessité, parce que nous continuons de travailler comme nous respirons, nous avons besoin de ça. Ça doit nous occuper, nous préoccuper, parce qu'on ne peut pas cesser cette création tant qu'un pays se retrouve animé par ses citoyens, par ses êtres qui continuent de se battre pour exister, pour arriver à la création d'une société juste, à l'existence d'une société viable, Absolument. à un pays où il fera bon vivre aussi. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, Ali Moussaoui. J'invite le téléspectateur ce soir à découvrir Le Menteur, donc ce film signé par notre invité ce soir, un film coproduit par l'agence algérienne de rayonnement culturel et puis Citel Images, donc l'entreprise que vous dirigez, n'est-ce pas, Ali Moussaoui? Tout à fait. Voilà. Et on vous remercie. On vous souhaite bonne chance pour le prochain. Merci à vous. Et puis on espère aussi vous recevoir pour ceci. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne projection pour le film qui va suivre.